Bonjour et on continue notre série de vidéos avec François Bernaud. Bonjour François. Bonjour. J'espère que vous avez pu voir la première vidéo qui était son témoignage de comment en tant que scientifique, docteur en sciences, il s'est converti et il a accepté la foi. Et on va revenir juste sur ton parcours pour que les gens, s'ils n'ont pas vu la première, mais on vous invite à aller voir cette première vidéo évidemment, mais juste rappeler que tu es donc ingénieur Supélec, hein, important la petite mention Supélec, on l'a compris maintenant, et que tu as également deux doctorats. Oui. Un doctorat en sciences physiques appliquées. Oui. Et le deuxième, j'ai oublié. Doctorat. Le premier doctorat, c'est un doctorat en sciences pour l'ingénieur appliqué à la conception électromagnétique de machines. Et le deuxième doctorat, c'est la même chose, sauf qu'on appelle ça, avant ça s'appelait la thèse d'État. Ils ont changé le nom en appelant ça HDR, habilitation à diriger les recherches. Voilà. D'accord. Donc, parmi toute ta vie qui est quand même assez mouvementée, oui. Tu as travaillé sur le moteur électrique, oui. une grosse partie de ta vie. Tu as enseigné la physique quantique, tu me disais. La physique en général. La physique en général, mais aussi un cours de physique quantique. Oui. Tu as enseigné pas mal de choses. Donc, quand même, la physique, t'as pas survolé, quoi. Tu touches. C'est 40 années de ma vie à faire de la science. De la science, des mathématiques, voilà. plein de tas de choses, quoi. Et à transmettre. Et à transmettre. Excellent. Ça, c'est important. Et qu'est-ce que t'as à dire aux gens et à toutes ces personnes qui disent mais les scientifiques, on peut pas être scientifique et croyant, c'est pas possible, c'est pas compatible, ou on voit bien que les plus grands scientifiques sont tous athées. Alors, c'est pas vrai. En fait, la science pousse au bout de la compréhension. Ce qui est intéressant, je me souviens de cette séance de travaux pratiques qu'on a faite à Supélec, où on allait toucher les atomes. Ouais. On allait toucher les atomes. On comptait les atomes avec une manipulation qui n'était pas très efficace d'ailleurs. Mais bon, en fait, la science te donne accès à l'intimité de la matière. Mmh. Et tu te rends compte que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire, on nous présente le scientifique comme étant un mec qui nage, qui plane à 10 000. Bon, pourquoi pas. Ma tendre épouse me réveille souvent parce que je plane. Mais la science, en fait, te donne accès à la perception de la connaissance et tu te rends compte que, en fait, tu sais pas grand-chose. Okay. Et la science, c'est assez décevant. Ouais. Parce que t'es là, t'as tes équations, t'as tes modèles, mais ça marche pas. Comment toi, en tant que scientifique, et avec comme t'aimes le dire, un cerveau formaté pour la raison. Oui. Et souvent on nous dit que nous les croyants, on n'est pas raisonnable dans le sens de la raison, et que la foi c'est pas quelque chose de raisonnable, que la foi et raison sont incompatibles. Comment toi tu concilies du coup foi et raison? Alors c'est très simple. En fait, déjà moi je suis un scientifique de la science dure. Ouais. La science dure, on recherche des vérités. Donc, il y a une vérité, c'est que si je prends une pomme que je laisse tomber, elle tombe. Ça fait 500 ans qu'on le sait. Elle tombe, elle va pas monter au ciel. On l'a théorisé, parce qu'on le savait avant. Oui, on a écrit le modèle qui allait bien pour le dire. C'est ça, voilà. On a écrit le modèle. Parce qu'avant ça, on avait déjà remarqué que chez une pomme, ça tombait. Voilà, mais on a écrit un modèle, F égale m gamma, la force est proportionnelle à l'accélération, qui fonctionne, que la relativité restreinte et générale n'a pas remis en cause, et en fait, dans un espace de ma science, je parle pas de la science du vivant, que moi je sais pas ce qu'il faut dire, si elle est molle, pas molle, bon, ma science dure, c'est, je modélise j'ai un champ de perception, et avec ce champ de perception, je crée des expériences qui sont reproductibles. Et c'est excessivement décevant parce qu'on n'arrive jamais à voir le bout. D'accord, mais comment du coup, arrives à associer ou à concilier foi et raison? Donc, je vais répondre foi à ta question. Et science. En fait, la Bible est robuste. On la met à l'épreuve. Et il n'y a pas une page, il n'y a pas un verset de la Bible qui soit incompatible avec ma science. Rien. Tout marche, tout fonctionne très bien. La seule. Non, mais alors, excuse-moi, si j'étais un sceptique ou un athée, ou même je vais te donner, parfois moi, des gens qui sont venus me voir, disent oui, mais Genèse, rien que le Genèse 1 n'est pas compatible avec les découvertes scientifiques. Bah si. Au commencement, Bereshit bara, Elohim, Bereshit, au commencement, Dieu créa,
Einstein, alors, je vais répondre autrement. Einstein, il a écrit sa théorie de la relativité dans les années 1905, en mettant en pratique, il avait en fait, il avait un outil mathématique qui s'appelait la transformation de Lorentz-Poincaré, que le savant universel Poincaré, qui était fort sympathique, avait écrit. En fait, il avait écrit, voilà, c'était sympa, mais il l'avait pas utilisé. Il ne voyait pas l'intérêt. Donc Einstein, qui était curieux, il prend ça, il écrit sa théorie, et il se trouve que ça répondait à toutes les questions. Okay. Donc ça répondait à une question notamment qui était assez désagréable, que quand on prend... Donc là, d'abord, je vais répondre, tu vas voir comment on répond à ta question. On prend une particule, on la met dans un tube à vide, donc une télé, les vieilles télés avec des... Ouais. Les vieilles télés, d'accord ? Cathodique. Les vieilles télés cathodiques. Donc on prend une particule, on l'accélère, et on lui met de l'énergie, donc on sait mesurer la quantité d'énergie qu'on a mise, et il y a une vitesse qui ne peut pas être franchie. Ok. Il y a une vitesse, on peut pas aller plus vite qu'une certaine vitesse, la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde à peu près, et c'est un invariant. C'est un invariant. Et à cette époque-là, on sortait de l'expérience de Michelson-Morley, qui était très très intéressante, parce que tout le grand débat de l'époque, c'était est-ce qu'il existe un éther ? C'est-à-dire, est-ce que notre Terre, elle est baignée dans une espèce de bidule de voile visqueux, semi-transparent ou transparent qu'on ne peut pas... Est-ce qu'il y a la matière autour de nous ? À l'époque, on n'était pas encore allé dans le ciel. Les fusées n'avaient pas encore décollé. Donc, on regardait depuis notre Terre. On savait que la Terre tournait autour du ciel, on savait que la Terre était ronde, etc. Ça, c'était clair dans l'esprit de tout le monde, mais on ne savait pas s'il y avait un éther ou pas. S'il y avait une substance qui enveloppait notre Terre. Et donc, l'expérience de Michelson-Morley, elle était redoutablement efficace. Ça, c'est le Soleil. Là, le micro, c'est le Soleil. La Terre, elle est là. On mesure la vitesse de la lumière dans tous les sens. Okay. Et 6 mois après, quand la Terre est de l'autre côté, on remesure la vitesse de la lumière. Donc, s'il y a un éther, la vitesse de la lumière est différente. Elle n'est pas différente, c'est la même. Et ça mettait tout en défaut. Tout en défaut. Personne ne comprenait rien. Et Einstein a eu l'intuition. Parce qu'il pensait qu'il y avait un éther à la base. On pensait qu'il y avait une substance. Et s'il y a une substance, la vitesse de la lumière dépend de la vitesse de déplacement. Je le refais. Le Soleil, il est là. La Terre, elle tourne dans ce sens-là. Donc, vis-à-vis de l'univers infini, la Terre, elle va dans un sens. Je crois que je sais plus quelle est la vitesse. Je vais pas le dire. De l'autre côté, 6 mois après, la Terre, elle va dans un sens opposé. Ouais. À une vitesse, donc le double de la première. Et la vitesse de la lumière, s'il y avait un éther, aurait été différente. Elle n'était pas différente. Et ça mettait tout le monde à poil. On comprenait rien. Donc, Einstein a eu l'intuition géniale de découvrir ça. Et c'est intéressant, parce que l'expérience de pensée de l'époque, c'était quoi ? Ptolémée. Mais j'hallucine. On nous dit que nous, les scientifiques, on peut pas lire une Bible. Mais moi, il y a 100 ans, j'aurais pris ma Bible, je l'aurais jetée au feu. Il y a 100 ans, si j'étais né il y a 100 ans, dans les années 1900, j'avais un soleil qui brûlait du charbon. La radioactivité, on connaissait pas. Ouais. La seule chose que je pouvais imaginer pour que le soleil vive, c'était du charbon. Donc ça veut dire que le soleil, il avait, je crois que c'était 100 millions d'existence, pas plus. On ne pouvait pas imaginer la radioactivité, on ne l'avait pas trouvée. Bien sûr. Einstein, il arrive, il déboule, et ses équations, elles prédisent un univers fini. Et Ptolémée, qui était la pensée de l'époque, la pensée grecque, explique qu'on avait un univers infini en temps et en espace. Il avait toujours existé. Et il était inatteignable, aux limites. Et qu'est-ce qui se passe ? On savait qu'on avait un problème de compréhension. Einstein, il arrive, il démontre que l'univers est fini en temps et en espace. Bereshit bara. Au commencement, Dieu créa. Donc, il y avait une création. Et donc Einstein, il arrive, il déboule, il nous dit que l'univers, il a eu un commencement. Mais il y a 100 ans, moi, ma Bible, je la brûlais. Mais comment est-ce qu'ils pouvaient être scinder leur esprit ? Le dimanche, je suis à l'église, j'oublie ma science, et la semaine, je suis au labo et je jette ma Bible. Et comment est-ce qu'ils pouvaient être chrétiens et croire à la pensée de Ptolémée ? Mais il y a 100 ans, c'était absurde. Et est arrivé en 1965 la découverte du bruit de fond, du rayonnement de fond cosmique.
qui est très très simple. On prend une antenne de télé, UHF, 880 MHz, je crois que c'est un truc comme ça, et partout où on projette l'antenne, il y a du bruit qui vient. Alors, c'est pas radio extraterrestre, hein. C'est une onde dénuée d'informations. Il n'y a pas d'information qui vient dessus, donc il n'y a pas d'extraterrestre qui parle, il faut le dire. Donc, partout où on regarde dans l'univers, avec une antenne de télé, on voit ça. Et pour ceux qui ont connu les télés cathodiques, les bandes grises et blanches, c'est quoi? C'est le bruit de fond de l'univers. Donc, si vous voulez toucher le bruit de fond de l'univers, vous prenez une vieille télé, vous l'allumez, vous ne l'accrochez pas sur une fréquence de télé, vous la mettez dans les 880 MHz, qui n'est pas utilisée parce qu'elle est trop parasitée, donc là, le haut de l'UHF, et vous avez le bruit de fond de l'univers qui apparaît. Et qu'est-ce qui veut dire ce bruit de fond de l'univers? Il veut dire que l'univers a commencé. Et moi, là, je crie au scandale. Je crie au scandale parce que en 1965, on a eu la preuve par A plus B que l'univers a commencé. Alors, moi, j'ai eu pas mal de débats sur ce sujet, bien que je ne sois pas scientifique et que je n'ai pas les outils nécessaires pour répondre, mais j'ai quand même parfois des personnes qui sont venues, où j'ai lu parfois des débats, etc. Et certains, parmi les plus sceptiques, vont te répondre en disant oui, on sait qu'il y a eu cette explosion, mais on ne sait pas ce qui se passe dans la première seconde. On n'a pas le début. Mais il n'y a pas eu d'explosion. Quoi d'explosion? Tiens, le fameux Big Bang. Il n'y a pas eu d'explosion. Il n'y a pas eu d'explosion. C'est une dilatation de l'espace de Higgs. Et donc avant cette dilatation, il y avait quoi? Rien. Mais c'est ça où certains vont dire mais ça on n'en sait rien parce qu'on n'est pas capable de remonter. On peut remonter très 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 proche, mais pas au point zéro. On n'a pas le point zéro. Le point zéro de toute façon on peut pas l'atteindre puisque l'espace n'existait pas. Il y a eu une création. L'espace il est arrivé ex nihilo, de rien. Alors pour répondre à ça, moi quand je lis une Bible, ce qui m'intéresse c'est que je peux tout lire du début à la fin sans être obligé de me tordre la tête. Le scientifique, quand il commence à prendre un peu d'âge, de sagesse, quand on rentre à l'école, quand on sort de l'école, on est un peu orgueilleux, vaniteux, on se dit tiens, je vais tout savoir ou je sais déjà tout. Et quand on fait sa première thèse, on se rend compte, bah zut, ce qu'on m'a appris à l'école, c'était quand même un peu insuffisant. Donc tu fais ta première thèse, tu fais tes équations, j'en ai écrit 50 pages, j'ai écrit mon noyau de Green, la première équation différentielle, c'était marrant parce que ça marchait vraiment très bien, je prédisais le résultat. Mais c'est décevant. Mais on n'arrive jamais au bout du truc. Et qu'est-ce qui se passe? Avec l'âge, le scientifique, qu'est-ce qui lui arrive dans la tête là? Il y a un truc qui se met en place, il renonce à comprendre. Le scientifique qui est sage, il renonce. Moi, je suis le mec des moteurs, je vais pas dire le pape parce que je serais orgueilleux. On est 10 en France à savoir faire des moteurs électriques, pas plus, hein, sur les doigts d'une main. Savoir concevoir, hein. Faire du neuf, pas construire un moteur. Savoir faire de la conception de moteur, on comprend pas. On comprend pas. On ne comprend pas. Alors, je sais faire mes moteurs, j'ai des modèles qui permettent de le faire, mais le pourquoi ça tourne, le pourquoi du pourquoi, je sais pas. Donc, finalement, le scientifique, il comprend pas. Le scientifique honnête, hein. Pas le journaliste qui a écrit quelque chose. Pas le scientiste. Voilà. Moi, je recommande David Elbaz. Il est génial. J'ai pas réussi à savoir s'il est chrétien, juif ou autre. Elbaz donne une indication, mais c'est vrai que ça veut rien dire. Je connais pas sa foi où il la cache peut-être, mais il le dit ouvertement. Il est connu, hein. David Elbaz, il est en poste, il est professeur. Vous tapez David Elbaz avec un Z à la fin sur Internet, vous allez trouver ses vidéos, mais elles sont géniales. Et il dit, on comprend pas. Il dit, on comprend pas. Moi, je trouve ça honnête. Parce que trop souvent, on vient nous balancer des trucs en mode mais si, la science c'est, la science c'est, la science a prouvé, la science a prouvé quoi? La science a prouvé quoi au final? Et finalement, pour revenir à la Bible elle est marrante. Parce que la première lettre de la Bible, c'est quoi? C'est un B. Un B, c'est comme ça, là. Donc, le texte, il s'écrit de droite à gauche. Alors, il faut peut-être le faire dans l'autre sens pour la caméra. Il s'écrit de droite à gauche. Et de l'autre côté du B, ça veut dire, cherchez pas, il n'y a rien à trouver. Et en fait, quand tu regardes la perception de la science, mais on comprend pas. Là, actuellement, on a le champ de perception qui s'est agrandi. Avec le télescope James Webb, c'est magnifique. Mais c'est hallucinant, c'est-à-dire que ça fait tomber toutes les théories.
On comprend pas. Alors, il y a des journalistes, je vais pas dire de gros mots parce que ça m'énerve, de vulgarisation, qui veulent vendre du papier, qui disent des choses totalement inintéressantes en disant que non, on comprend pas. Et excuse-moi, je voudrais juste dire une chose. La perception de celui que j'appellerais le dieu de la science, qui est le dieu du monde, il dit demain on saura. Oui, c'est ça. Non, on saura pas. Et plus ça va, moins on sait. Hein. Est-ce que tu as déjà entendu l'expression de God of the Gap? Oui. Pour dire, vous les croyants, vous croyez parce que dès qu'on ne sait pas, vous mettez Dieu dedans. Pas besoin de ça. Hein. Et j'aimais bien parce que c'est que tu connais certainement Olivier Bonassi dit, mais en fait aujourd'hui c'est l'inverse. On n'a pas de gap, on a excès de connaissances. Oui. Et malgré cet excès de connaissances, il y a des choses qu'on ne sait toujours pas répondre. Mais on ne sait répondre à rien. Et la deuxième chose, moi, que j'ai envie de répondre souvent, c'est que nous, on nous a souvent accusés de God of the Gap, mais je trouve que parfois, on pourrait accuser certains scientifiques, pas scientifiques, parce que je veux respecter les gens qui sont honnêtes, comme tu l'as dit, mais certains scientifiques, du coup, ils ont, eux, God of the Time. C'est-à-dire, eux, ils ont le dieu du temps. C'est-à-dire que quand tu leur poses des questions, tu dis oui, mais ça s'est fait sur des milliards d'années. Et ils ont toujours le temps avec eux. Et j'ai l'impression qu'en réalité, non, parce que c'est un peu une excuse, c'est un peu facile de dire oui, c'est fait il y a milliards d'années. Avec les milliards d'années, c'est possible. En fait, on a un gros problème de science, c'est que on creuse, on trouve du sable. Et finalement, quand on prend la Bible, si on considère qu'un jour c'est 1000 ans, c'est le psaume... Il y a un psaume qui dit ça, et le livre de Pierre, il y a une lettre de l'apôtre Pierre qui dit ça. Si on dit qu'un jour c'est 1000 ans, ce que dit la relativité restreinte, finalement, on est d'accord. Si on oublie l'échelle de temps, la Bible donne en gros 6000 ans, 5860, quelque chose comme ça. La Bible dit en gros 6000 ans pour l'âge de l'univers. Mais si on oublie ça, on est 100% d'accord. Il y a eu un commencement. Et alors, je voudrais quand même préciser quelque chose. Là, il y a un mensonge. Un mensonge. Non pas des scientifiques. Hein. Les scientifiques sont des gens, la plupart du temps, très honnêtes. Je parle pour mon métier. C'est-à-dire que quand ils comprennent pas, je comprends pas. Et malheureusement, ma science dure, d'accord, dure. 2 plus 2, ça fait 4. Et ma science dure, elle recherche une vérité dans un espace de perception donné. L'espace de perception augmente, la vérité change, mais les vérités initiales sont comme des poupées russes, elles restent valides. Ok. Ça c'est important. La pomme, elle tombe, la force est proportionnelle à l'accélération de la pesanteur. Tant que la pomme n'atteint pas la vitesse de la lumière, ça reste valable. Autant qu'elle n'est pas proche de la vitesse de la lumière. Donc on est sur des champs de perception successifs. Et je peux dire l'arnaque. Oui, mais je sais pas ce que tu vas dire après, donc. L'arnaque intellectuelle, journalistique, j'aime bien ce mot. Il faut quand même le dire, c'est une arnaque. C'est l'expérience de pensée. C'est-à-dire? Alors, on va pas insulter Monsieur Einstein, qui était quelqu'un de fort sympathique, qui lui était honnête, mais c'est lui qui a introduit ce qu'on appelle l'expérience de pensée. Okay. L'expérience de pensée, c'est-à-dire qu'on fait une expérience, on ne sait pas la faire, et on pense et on croit que ça va se réussir. Donc l'expérience de pensée, typiquement, c'est le paradoxe EPR. Le paradoxe EPR, il consistait à dire, voilà, j'ai un atome qui est ici, et je sors 2 électrons à la même fréquence, une paire d'électrons calés, et les 2 vont violer les équations de la relativité, voilà, ou les équations de Bell, si tu veux. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Alain Aspect, qui est connu, qui a eu le prix Nobel il y a pas longtemps, et qui en 1999 a dit Albert Einstein, avec son expérience de pensée, s'est copieusement planté. Les inégalités de Bell sont fausses. Et il a eu le prix Nobel avec ça. Ok. Et ce qui est dramatique dans la vulgarisation scientifique, moi j'appelle ça une arnaque, c'est de dire, voilà, on fait une expérience de pensée, on est incapable de vérifier. Mais c'est comme ça. Les scientifiques ont dit que. Or, typiquement, une arnaque, alors,
s'il faut refaire la vidéo, on la refera, mais tant pis, j'aime bien ce mot arnaque. Ce sont les multivers, les univers parallèles, les multidimensions, tous ces trucs-là. C'est du baratin. J'allais t'en parler justement. C'est du baratin. J'allais venir dessus sur qu'est-ce que tu as à dire sur ceux qui te disent oui, mais Dieu n'est pas obligé d'exister parce que dans un cas de multivers ou d'une machine, je sais pas, t'as entendu parler de cette théorie, dire qu'il y a une machine à fabriquer des univers. Et parce qu'on parle, souvent nous, là, en tant que chrétiens, on peut arriver sur l'argument du fine-tuning. Dire, mais regardez, c'est tellement précis que ça peut pas être fait au hasard. C'est ben non, s'il y a une machine à fabriquer des univers, il y a bien un moment donné où qui va créer un univers qui est compatible. Alors, on va recommencer. La théorie de notre célèbre Albert Einstein dit que l'univers se courbe sous l'effet de la masse. L'espace se courbe. Non, pas du tout. C'est faux, hein. L'espace, il va tout droit. J'ai 3 dimensions, j'en ai pas 4. J'ai une dimension d'espace qui est un peu corrélée avec les premiers, avec les dimensions j'ai une dimension de temps qui est un peu corrélée avec les dimensions d'espace, mais l'univers, les coordonnées sont droites. Ce qui courbe dans les belles images là qu'on voit sur Internet, ce qui est courbé, c'est la courbe. Ce qui est courbé, c'est la trajectoire d'énergie minimale. Mais comme le mec, il y comprend rien, qu'il écrive son article pour bip bip, je vais pas dire de nom parce que ça m'énerve. Non, mais ça m'énerve vraiment, c'est de la désinformation. Ah bah, l'univers, il est courbe. Non, l'univers, il est droit. Il est pas courbe, il est droit. Et la lumière met sa courbe d'énergie minimale. Donc, il y a le soleil qui est là, la lumière, elle arrive, elle est courbée comme ça. Oui, monsieur, elle est courbée. C'est pas l'espace qui est courbé, c'est la trajectoire d'énergie minimale qui est courbée, donc le temps s'allonge et l'univers n'est pas courbe. Okay. Donc on invente des salades. Alors ça d'accord, mais ça répond pas à la question de je vais répondre à ta question. Les machines à fabriquer l'univers, les multivers et la théorie des cordes et tout le reste là. Je vais répondre à tes questions. Quand j'ai passé un quart de ma thèse j'ai écrit, je suis rentré dedans quoi. Un quart de ma thèse a été dédié à l'utilisation de transformations orthogonales dites pré-hilbertiennes pour résoudre les équations de Maxwell appliquées à un moteur. Donc il n'y en avait pas 4, il n'y en avait que 2 qui comptaient. Ça faisait un beau Laplacien, c'était beau. Et ma fonction de Green, elle faisait 40 pages, c'était sympa. Bon. Ça présente peu d'intérêt parce que ça intéresse pas grand monde. Mais bon, moi j'étais content. J'étais content quand après avoir fumé la moquette pendant 2 ans, hein, on voit apparaître sur l'écran de l'ordinateur des vieux PC il y a 40 ans, hein, des courbes. Oh, et ça marche. Et on faisait la manip et on retrouvait ce qu'on avait prédit. 2 ans de calcul. Bon. Une règle de 3, ça donnait la même chose. Mais c'est pas grave, on avait fait notre truc. Et donc, en fait, le problème, c'est l'expérience de pensée. Le problème, c'est le gars qui n'y comprend rien, là. On va lui dire, t'as vu comme c'est beau? Là, ici, j'ai imprimé ça. Attends, prends la boîte. Je prends la boîte. J'ai imprimé ça, là. C'est le modèle lagrangien. C'est donc le modèle de la physique quantique complet. C'est pas de l'indie? Non. Parce que de loin comme ça, on croirait que t'as écrit en indie. Mais attendez, les mecs, c'est hyper méga fastoche. C'est pas difficile, ça. D'accord? Il faut un peu d'explication pour arriver à le comprendre, mais donc on sort ça, le mec, il est là, il sort ses bretelles, pas le scientifique, hein. Le journaliste lui prend les bretelles, il les tire, t'as vu, c'était un dieu vivant, tout le monde va s'incliner devant toi. Non. Hein? D'accord? Donc, je prends un exemple. Là, c'est mon métier et je sais qu'on va pas me rouler dans la farine avec ça. Moi, je le sais. J'ai fait les maths qui vont dedans. Les équations, là, je les ai manipulées. J'en ai écrit quelques pages. Ah non, on les a pas amenées, celles-là, mais c'est pas grave. Et ça intéresse personne de les projeter à l'écran. J'ai 3 dimensions d'univers. J'en ai pas 4. J'en ai pas 10, j'en ai pas 25. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour résoudre les équations que j'ai montrées, on invente ce qu'on appelle une géométrie parallèle. C'est-à-dire que, pour l'expliquer avec des mots simples, j'ai 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Eh ben, je vais dire que Do, c'est 1 mètre, que Ré, c'est 2 mètres, que Mi, c'est 3 mètres, etc. Donc, je remplace dans ma règle, là, qui est linéaire, mon information distance, je la remplace par des fréquences.
Alors, c'est des fréquences harmoniques avec des... C'est plus... les fonctions, ce sont des fonctions de Hankel, des fonctions de Bessel, des fonctions de Legendre, de Lagrange, donc des trucs où on s'éclate la tête, quoi. C'est vraiment marrant, c'est pas très compliqué en fait. Si c'est un peu compliqué, mais moi j'ai travaillé 4 ans dessus. Au bout de 3 ans, j'avais à peu près compris ce que je faisais. Il m'a fallu 3 ans à faire que ça pour le comprendre. Mais j'ai fini par faire la synthèse. Et comme j'arrive à la retraite là, je crois que Christian m'a dit il faut que tu écrives tes pensées, François. Donc je vais écrire mes pensées sur les transformations orthogonales des espaces pré-hilbertiens parce que c'est un savoir-faire qui est parti. Je recommence. Je remplace ma distance par des notes. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, ma distance, elle vaut par exemple 10 mètres. Donc je vais taper le sol ou le la qui fait 10 mètres. Oui, mais je peux taper toutes les notes à la fois. Donc le journaliste qui veut vendre son papier, il m'énerve, le journaliste scientiste. Il m'énerve. Ça, on l'a compris. Non mais il m'énerve. T'es énervé là. Attention. Oui, hein. Je suis fâché. Je suis fâché, je dis que je suis fâché. Je vais me fâcher tout rouge, hein. Non, je suis pas fâché tout rouge parce que ça m'énerve de voir que des gens intelligents et intègres comme David Elbaz, qui sont des gens scientifiques rigoureux, ne disent pas de bêtises. Et derrière, il y a un mec qui arrive qui en dit n'importe quoi. Et donc, ma distance qui est mesurée, je peux la mesurer en fréquence. Mais comme je peux taper toutes les fréquences à la fois, sur mon piano, je peux taper sur toutes les touches à la fois. Oui. Ah ben ça y est, j'ai 24 dimensions, j'ai 50 dimensions. Non, j'ai 24 degrés de liberté. J'ai inventé mon espace virtuel. J'ai inventé mon espace virtuel dans mon coin là. Dans mes maths, là, ça défile sur l'écran, là. Dans mes maths, j'ai inventé mon espace virtuel avec mes harmoniques, mes fonctions. En plus, on couple des espaces dans les 3 dimensions. C'est un peu compliqué. Mais, dans la réalité, dans mon espace virtuel, j'ai 250 dimensions, j'ai pas de problème. J'en ai une infinité, si je veux. Mais quand je reviens sur Terre, ça, c'est dans mon esprit. C'est dans ma construction d'esprit. Quand je reviens sur Terre, j'en ai que 3. Je recommence. Je prends mon espace à 3 dimensions, j'invente des maths qui me donnent des degrés de liberté infinis, parce que sinon j'y arrive pas. Ou plutôt, ces maths, ils sont bien pratiques parce que ça permet de linéariser les équations. Par exemple, quand on prend la transformation de Legendre et qu'on a un espace sphérique, les équations deviennent linéaires. Il se trouve qu'elles sont découplées. Quand on prend la transformation de Fourier, le temps devient découplé. Quand on prend la transformation de Hankel, dans un espace cylindrique, c'est découplé. Bon, voilà. Donc, on a une astuce. En fait, on a des maths. On prend la boîte, d'accord. Je mets mes maths dedans, là. Hop. Ici. Je secoue. Là, j'ai 250 dimensions. 1000, 1 million. À l'infini. Mais ça, c'est des maths. D'accord? Et quand je reviens sur Terre, j'ouvre la boîte, ah ben j'en ai que 3. Donc l'univers, le multivers n'existe pas. La science n'a jamais dit, et je suis furieux contre, mais je vais pas citer son nom, parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique, de la polémique, contre un philosophe bien connu qui a écrit des livres, et qui a dit, là, les scientifiques ont démontré qu'il existe des univers parallèles, qu'il existe une infinité de dimensions, et qu'on est comme une fourmi sur un tapis, qu'on voit que 2 dimensions. Non, il y en a que 3. Et ça, la science est claire, nette et précise. Et il y a pas photo là-dessus. Et je mets au défi un scientifique de dire que j'ai tort. Donc, ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, c'est que ceux qui avancent le multivers ou les machines qui auraient créé tout un tas d'univers, c'est uniquement des hypothèses et de la spéculation, quoi. On va faire mieux que ça, tu me les présentes et je vais leur demander de me trouver le modèle. Je vais leur demander qu'il y a un noyau de Green de problème de Dirichlet en milieu ouvert dans un repère sphérique. Tu peux la refaire? Quel est le noyau de Green du problème de Dirichlet? Donc une équation laplacienne très simple. Nabla carré, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, c'est un nabla au carré, quoi, ou laplacien. Je ne demande pas le d'Alembertien, je demande juste le problème de Dirichlet. D'accord? En milieu sphérique ouvert. Voilà. Et ça... 1 sur R2. Oui, mais qu'est-ce que le rapport avec... C'est qu'ils sont nuls, ils connaissent rien. Non mais le mec qui est là, tu prends un David Elbaz, il est génial ce mec, tu creuses, t'as du béton quoi. Le mec il est consistant quoi. D'accord? Mais tu prends ces mecs qui disent ça, tu leur fais l'interrogation écrite là. Que dalle, 0. Ils n'y connaissent rien. Tu parles de quelque chose si tu le connais. Ouais. D'accord? Moi, je suis convaincu d'une chose, les gens qui parlent de la théorie des cordes, des supercordes, etc., etc. Mais la corde, elle n'existe pas. La corde, elle n'existe pas.
c'est l'atome, c'est le proton, c'est le neutron, c'est le quark, l'antiquark qui existe. La corde, elle n'existe pas, c'est qu'un modèle. Oui, c'est ça. C'est qu'un modèle. J'ai pris une boîte, j'ai mis des maths dedans, d'accord? J'ai pris une boîte, là, j'ai mis ça dedans. Alors, je l'ai un peu digéré, d'accord? Là-dedans, j'en ai retiré les 3/4. Hop. Donc, j'ai fait des hypothèses simplificatrices. Sinon, ça marche pas. Ils te le disent pas, ça. Hein. Je secoue et j'obtiens quelque chose. Et finalement, qu'est-ce que c'est que la science? C'est ça la question. Eh bien, la science, je recommence. J'ai une boîte, d'accord? J'ai une boîte. Ma science à moi. La science dure. Ma science dure, d'accord? J'ai une boîte. Là, j'ai un bouquin qui est génial. François Rodier, cher ami, si tu existes encore, si tu es encore vivant, tu m'appelles. Il est génial. Il a écrit un traité de mathématiques qui est d'une limpidité. C'est un bouquin de maths, ici. C'est vraiment extraordinaire. Ça m'a changé la vie il y a 30 ans. Et donc, on prend ça là-dedans. On met. On prend ça là-dedans. On prend les mathématiques. On prend les maths, d'accord? Là, je prends là-dedans, ici, je mets des maths. D'accord? Je les mets dans une boîte. J'ai passé ma vie à faire ça. J'ai même écrit une théorie pour ma deuxième thèse, une théorie d'analyse systémique. Christian, qui m'entend, il était là. Il était avec moi quand je faisais ça, où je prenais des maths et je remplaçais l'électronique de puissance par des formules mathématiques. Okay. J'ai mis ça dans une boîte, je secoue, je rentre des données et je récupère le résultat je prédis le résultat d'une expérience. D'accord. Et c'est quoi ça? Là, c'est magique. Ça, c'est le modèle lagrangien. C'est ce qu'on appelle le lagrangien. C'est pas vrai, en fait. C'est un modèle. Voilà. C'est ce qui permet de prédire le résultat des équations. S'il y en a qui lisent ça, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit mu, nu, oméga. C'est-à-dire qu'on a remplacé les 3 dimensions d'espace par 3 dimensions virtuelles. Et c'est intéressant de regarder l'introduction du livre sur la physique quantique de Max Planck. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas moi, hein. C'est Monsieur Max Planck, le pape de la physique quantique, celui qui a passé son temps à ferrailler avec notre ami Albert Einstein, qui n'y croyait pas. Il dit, texto, ce que je propose ne représente pas la réalité. Écoutez bien, hein. Mes modèles, là, ici, ne représentent pas une réalité, mais ils prédisent le résultat de l'expérience. Alors, je vais le dire avec d'autres mots. Dans mon métier, on a ce qu'on appelle la puissance réactive. Donc, la puissance, c'est quoi? C'est mon truc qui fait 120 chevaux, 240 chevaux, et on sait que si j'ai 240 chevaux dans ma voiture, j'irai plus vite que si j'ai 2 chevaux. Oui, d'accord. Ça va. Là, on te suit. D'accord? Ça, on le mesure. On le mesure. L'énergie, on la mesure. Et on a inventé un concept qui s'appelle l'énergie ou la puissance réactive. Ça ne correspond à rien, ça n'existe pas, mais ça permet de prédire le résultat d'une expérience, de beaucoup d'expériences, dont notamment l'expérience qui permet de dire j'ai un moteur asynchrone d'induction, je mets un condensateur dessus et le courant diminue. Et je sais le prédire avec ça, et je sais mesurer la puissance réactive. J'ai un appareil, je le branche, j'ai tant de puissance réactive, mais elle n'existe pas. D'accord. Mais c'est ça la science. Elle n'existe pas. Et j'ai mis des années à le comprendre ça. J'ai compris ça, j'avais 55 ans. J'en ai 64, donc c'est pas si vieux que ça. Et je fais, moi scientifique, je prends des modèles, je les mets dans une boîte, je prédis un résultat. Ce qu'il y a derrière, je m'en moque. Je sais pas ce qu'il y a derrière, mais j'ai prédit mon résultat. Ouais. On prend l'exemple du boson de Higgs. Là, les journaleux, j'ai dit un gros mot, j'espère pas. Je les aime pas, les journalistes scientifiques. Ils ont dit, on a vu la particule de Dieu. Mais qui se taisent? On n'a pas besoin de ça pour vendre du papier. Bah si, eux, ils ont besoin de ça pour vendre du papier. La particule de Dieu, le boson de Higgs, là, qui a été découvert au CERN, on l'a pas vu. On a pris un modèle, on l'a rempli dans la boîte, on a secoué, on a prédit le résultat d'une expérience qui disait qu'il y avait besoin pour clôturer le modèle du boson de Higgs. Mais qu'est-ce qu'on a vu, en fait? Qu'est-ce qu'on a vu avec nos yeux? On a vu une courbe, on a le scintillement, c'est-à-dire la quantité de lumière, hein. Horizontalement, non, horizontalement, c'était la fréquence, ou l'énergie,
Et verticalement, c'était le scintillement, donc la quantité de lumière. Un truc bête, d'accord? J'ai une lampe de poche, quoi. Et je fais varier la fréquence et l'intensité. Et la courbe, elle monte comme ça, et tout d'un coup, plop, il y a une petite bosse. Or, ça a coûté quelques dizaines de milliards d'euros, quelques centaines de milliards d'euros. C'est pas grave. Pour la fin dans le monde, on aurait pu mettre l'argent entre part. Mais ils avaient le droit de s'éclater à faire ça. On n'a pas vu le boson de Higgs. On a vu sur une courbe, plop, un petit dépassement. C'est tout. On a dit que c'était le boson de Higgs. Voilà. Mais dans cet univers mu, eta, oméga, parallèle, inventaire imaginaire. Ouais, c'est X, Y, Z. Donc moi, en tant que scientifique, je me rends compte de la vacuité de ma science, ou plutôt de ses limites. C'est-à-dire que là, quand je fais ça ici, je fais ça toute la journée, presque. Moi, quand je fais des maths, je fais ça. Je secoue, sauf que des fois, ça prend du temps à secouer. Mais tant que c'est dans la boîte, mais là, je dois revenir à ma réalité. Et ma réalité, la Bible, elle marche. Au commencement, on n'a pas été capable jusqu'à présent de démontrer. On sait déjà que les trous noirs, ils ont une taille limite. Ça, on oublie de le dire. Hein. Un trou noir, ça peut pas englober l'univers, ça marche pas. Hein. Parce qu'à un moment où il s'effondre, il disparaît. Si on me critique, je pourrais bien avoir des... Moi, je l'ai lu. Là, je sors de mon domaine, mais ma science, elle ne permet pas de dire que j'ai autre chose que 3 dimensions. Et c'est pire que ça. Ma science, en fait, elle est assez ingrate, même très ingrate. Et c'est là où les journalistes, je les aime pas. Tant pis, je vais faire des critiques. Ça, tu leur as dit, si on n'a pas compris à la fin de la vidéo que t'aimais pas les journalistes, ça. Mais non, mais qui parle. Moi, un journaliste qui dit quelque chose, je lui fais une interrogation de maths, quoi. David Elbaz, il écrit, j'aurais passé mon temps à le citer parce qu'il est sympathique, il dit des choses intelligentes. D'accord? Mais lui, il est pas tombé dans ce piège. Quand il dit des choses, il dit, je comprends pas. Les mecs, on comprend pas. On prend un exemple simple, qui est, quand on prend un télescope, le télescope James Webb, il met tout le monde à poil. Tout nu, là. Tout nu. On comprend plus. Le télescope James Webb, comme le télescope Hubble, il nous montre des galaxies qui tournent dans un sens et dans l'autre, et des galaxies qui sont là où elles n'ont pas le droit d'être. Parce qu'elles sont trop vieilles. Et trop jeunes à la fois. Donc, on comprend plus. Et un élément très simple, le télescope James Webb, il nous montre qu'il y a des galaxies qui tournent dans un sens et des galaxies qui tournent dans l'autre. Quand on fait un bout de calcul, de simulation, donc ce que j'ai mis dans ma boîte, que j'ai secoué, ça permet de faire des beaux calculs, on est incapable de prédire que, de façon spontanée, sans impulsion extérieure, que les galaxies se mettent à tourner. Or, non seulement c'est pas cohérent parce que elles devraient, si on avait donné une pichenette comme ça, elles tourneraient toutes dans un sens ou toutes dans l'autre. Donc déjà, échec, balle au centre, d'accord? Et deuxièmement, pour que les galaxies tournent, il faut qu'il y ait eu une impulsion qui ait été donnée. Et dans les modèles, si on ne donne pas l'impulsion, ça tourne pas. Je suis désolé. Donc si même dans les modèles, ça tourne pas, sans impulsion... Ça marche pas. Alors, quand on regarde, plus on creuse, plus on trouve du sable. Merci François pour toutes ces explications qui, au final, moi, ce que je retiens, c'est que la science ne sait pas ou ne comprend, ou que le scientifique ne comprend pas. C'est ça, ce que j'ai retenu. Plus tu creuses, moins tu comprends. Je vais te donner 2 points de vue. Quoi, moi, j'ai retenu ça. C'est faux ou pas? Non, c'est vrai. Mais je vais te donner un autre point de vue. La science, en fait, la science molle a explosé, la science du vivant, elle a explosé, elle a trouvé une richesse, une infinité c'est fantastique la compréhension qu'on a. Mais on croit à ce qu'on fait par la foi. C'est-à-dire, si j'ai pas foi dans mon modèle, ça marche pas. Donc ça, c'est pas ma science. Moi, je ne peux pas en parler, c'est pas mon métier. Dans ma science dure, la science dure, elle est arrivée à une impasse. Échec. Il y a eu un premier échec il y a 150 ans, quand on a commencé à taper très vite, à approcher la vitesse de la lumière dans des tunnels, dans des télés en fait. Là, on ne comprenait pas. Einstein est arrivé. Merci Lorentz et Poincaré de lui avoir donné les outils, la boîte à outils. Poincaré l'a oublié, alors que c'est lui qui a donné ce qu'il fait. Bon, c'est pas grave. Ça a été débloqué. Et là, le champ de perception augmente. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller voir très loin avec des télescopes.
On est capable, pas seulement avec des jumelles, pas seulement Oui. en lumière visible, on est capable d'aller voir très loin. Et en voyant très loin, ça met tout à zéro. Tout est faux. Mais faux de chez faux. Ça, c'est pour le macroscopique. D'accord? Donc, Einstein, au jour d'aujourd'hui, la science, elle est plantée. Mais tout le monde le dit. Alors, on va inventer des univers, des machins pour permettre aux gens de dormir. Non, on se tait, on n'a rien compris, les univers, ils sont faux. Et c'est comme lire la Bible et dire Dieu dit que, je suis désolé, ça a quand même pas mal de sens. Et la deuxième science dure qui se plante complètement, c'est Alain Aspect, prix Nobel, qui a ouvert ça, sur ce qu'on appelle l'intrication quantique, c'est-à-dire qu'elle ne marche pas. Échec et mat. Donc, on va vous penser des expériences de pensée, de télépathie subliminale, d'électrons qui... Non, stop, on arrête. Il y a même une expérience qui est fantastique. Fantastique. On prend des photons, on les fait émettre. Il faut que je retrouve la photo pour qu'on la mette dans la vidéo, parce qu'elle est magnifique, cette expérience. On prend une feuille, là, et on dessine un chat. Ok. D'accord? On dessine un chat, avec des oreilles, on dessine un chat. Et on fait passer de la lumière dedans. Et on fait passer la lumière d'un côté sur le chat, et de l'autre côté, la lumière synchronisée, c'est-à-dire qu'on sait émettre ce qu'on appelle des paires de photons en accord, des jumeaux, des photons jumeaux. Donc il y en a d'un côté, ils sortent, ils traversent, et de l'autre côté, ils n'ont rien traversé. Donc d'un côté, on voit un chat, et de l'autre côté, on voit un chat. Ok. C'est comme si les photons, c'était parlé. Ok. Et on découvre au jour d'aujourd'hui avec ça. Et c'est Alain Aspect qui, à contre-courant de tout le monde, comme tous les gens qui réussissent, il y a 25 ans, 30 ans, a dit « je veux y aller ». Il était jeune. Il a réussi à convaincre qu'il a eu des sous pour le faire, pas beaucoup. Et là, on a ouvert un champ de découverte dans la physique de l'intérieur, quoi. On comprend pas. Alors, c'est pas la peine. Pareil, il va y avoir des journalistes, je vais pas dire de gros mots, parce que sinon je vais être discrédité, qui vont en déduire que la vitesse de la lumière... Non, stop, on comprend pas. Et la pensée chrétienne, je la résume, Bereshit, le premier mot de la Bible. C'est un B, d'accord? Cherche pas, tu trouveras pas, il y a rien à trouver. Et la pensée du monde, elle dit, on trouvera? Non. Là, on est vraiment coincé. Ouais. Pour terminer cet entretien, mon cher François. Je suis désolé, j'ai trop parlé. Non, c'était, j'espère en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si ça vous parle ou pas. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont été perdues, mais c'était pas forcément pour le grand public aussi. Oh, pour tout le monde. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à de jeunes scientifiques ou même de plus vieux, mais qui sont en lutte entre leur pensée rationnelle scientifique et la Bible du coup. Si on devait terminer et en mode peut-être un argument ou deux où qui te disent mais moi je suis scientifique, je peux pas croire au surnaturel. On ne demande pas de croire au surnaturel, on demande de constater que la Bible est vraie. La Bible d'un point de vue factuel est vraie du début à la fin. Avec un piège, la Bible est vraie du début à la fin. Est factuellement vérifiable. Alors, la Bible elle n'est pas réfutable. On va le dire à l'envers. En matière de science, je fais une expérience et mon expérience doit être non réfutable pour qu'elle soit vraie. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la théorie de l'absurde. Je fais une expérience. Est-ce que par une expérience, je peux démolir mon expérience? Je fais un modèle, je pense que c'est ça. Par exemple, l'exemple typique, c'est je prends une pomme, je la laisse tomber. Elle va aller vers le sol. D'accord? Si maintenant j'écris que la force est proportionnelle non plus à l'accélération, mais à la dérivée temporelle de l'accélération, je lâche la pomme, elle monte au ciel. J'ai le droit de l'écrire. Oui. F égale m, la masse, multipliée par la dérivée cubique temporelle de la vitesse, de la position. J'ai le droit. Je fais une expérience, la pomme elle tombe, donc mon modèle il est faux. Il est faux. Donc, factuellement, je prends la Bible. Elle n'est pas réfutable. Hormis, elle avait même introduit la variabilité du temps. Un jour, c'est comme 1000 ans. C'est le seul point de désaccord.
Le soleil est arrivé, et je conclue juste là-dessus parce que là, ça m'énerve, mais ça m'énerve. Je suis fâché, je le dis franchement. Au 3e jour, ou 4e, j'ai oublié, le soleil et la lune apparaissent. On est d'accord? Oui, mais les plantes étaient déjà là. Oh bah, Dieu, il s'est trompé, là. C'est n'importe quoi. Il est farfelu, le texte. C'est le 3e ou 4e jour? J'ai oublié. Je crois que c'est le 4e. 4e jour. 4e jour. Le texte, les mauvaises traductions disent Dieu créa le soleil et la lune. Non. Dieu fit apparaître le soleil et la lune. Ça veut dire que le soleil et la lune étaient là avant la création des plantes. Donc au 2e jour, ils sont apparus. On a mis les plantes, on a mis de la lumière, et il y avait un voile de fumée qui apparaît d'ailleurs dans le texte de la Bible, dans Genèse 2, je crois. Il y avait un voile de fumée autour de la Terre, comme autour de Vénus, qui faisait qu'on voyait pas le soleil et la lune. Et au 4e jour, on a pu les voir. Donc, le texte de la Bible, la première page de la Bible, elle est hyper méga 100% connectée avec la réalité qu'on observe. Impossible à démonter. Impossible. À l'échelle de temps près, mais ça, à l'échelle de temps, si vous avez besoin de croire que c'est 13 milliards d'années, pourquoi pas? On s'en moque, c'est un débat, moi, j'ai arrêté de me poser la question. Je sais, personnellement, par la foi, je suis convaincu d'une chose, c'est que quand on arrivera au ciel, on verra un univers qui était fait il y a 6000 ans. Pourquoi? J'en sais rien. Comme c'est pas mon métier, je peux le dire. J'aime le jaune, ma couleur préférée c'est le jaune, d'accord? Donc pourquoi c'est irrationnel? Il y a des gens qui mettent des arguments et je crois que même leurs arguments ils tiennent pas la route. C'est hors débat. Hors débat. Très bien, merci François. Donc pour conclusion, Bible et science ne sont pas incompatibles. Non, tout à fait compatibles. On peut être scientifique, docteur et chrétien et croire. Oui. Et on n'est pas obligé de mettre son cerveau au placard pour lire la Bible. Au contraire, et je rajoute juste un point. Excusez-moi là-dessus. Moi, je considère la Bible comme un livre d'indices. Tout le monde connaît, ceux qui ont étudié la relativité restreinte d'Einstein, la transformation de Lorentz Poincaré, ont vu apparaître un bidule qui s'appelle la constante cosmologique. Donc Einstein, il y a 120 ans, 120 ans maintenant, il découvre que l'univers, il est infini en temps, il est fini en temps et en espace. Et dans son imaginaire de l'époque, c'était ce qu'on disait au début. Je suis désolé, ça a été un peu en zig et en zag dans l'entretien. Dans l'imaginaire de l'époque, c'était la fameuse discussion de l'éther. Dans l'imaginaire de l'époque, l'univers était infini. Et lui, il fait ses équations, ça marche, ça résout les électrons, ça résout la vitesse de la lumière, ça résout toute la physique qu'on fait sur Terre, mais quand on prend un télescope, c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait? Il falsifie ses équations. Falsifie. Ça a été le premier, pas le premier, sûrement pas le dernier. Il a falsifié, en le disant très honnêtement, non, ça marche pas, donc je mets une constante dont il ajuste la valeur pour que l'univers, il soit infini. Et en 1965, on s'est rendu compte que l'univers était infini, et on a retiré la constante. Était fini, pardon. Il y avait eu un commencement. Il a retiré la constante. Et moi, je ne comprends pas qu'en 1965, quand on a découvert le rayonnement de bruit de fond de l'univers, qu'on n'ait pas dit « Alléluia !» La Bible est vraie. Mais qu'est-ce que c'est que ces journaleux? Je suis fâché. Non, mais je suis fâché, vraiment. Qu'est-ce que c'est que ces journaleux qui n'y connaissent rien? Moi, je leur fais un entretien d'embauche, là. Les journalistes scientifiques, je leur fais un entretien de maths, là. On va voir ce qu'ils ont dans les tripes. Rien que dalle. D'accord? Tu reparles de niveau de green, de machin, d'espace préhibertien, à poil. Parce que c'est le package d'entrée pour être capable de dire des choses qui soient sensées. Comment ça se fait qu'en 1965, quand on a découvert que l'univers était fini en temps et en espace, donc il avait été créé, donc que Genèse 1, c'était vrai, qu'on n'ait pas publié sur toutes les ondes, alléluia, la Bible est vraie. Les chrétiens l'ont voulu, sauf que les scientifiques ont dit attendez, on a sûrement une raison. Mais non, ils ont menti. Ils ont dit, on vient de démontrer que la Bible est fausse. En 1965, on a réconcilié toute la science. Avant, on avait du charbon qui brûlait. Ouais. Et on avait un univers qui marchait pas. On a réconcilié toute la science avec la Bible. Mais attends, il fallait se promener partout, prendre des Bibles et dire, elle est vraie. Et quand tu regardes ce qui s'est dit dans le monde, la Bible est fausse. C'est astronomique, c'est du mensonge. On est vraiment, peut-être que je l'aurais trop dit, dans l'arnaque.
dans l'arnaque intellectuelle. Merci François. Merci François. Si vous avez des questions et que peut-être ça vous parle ce que raconte François, que vous voulez en savoir plus, premièrement, vous pouvez regarder son témoignage. On a déjà sorti une vidéo sur le sujet. Deuxièmement, il y a son adresse mail qui s'affiche juste ici et vous pouvez lui écrire et il se fera un plaisir d'échanger avec vous. N'est-ce pas François? Voilà, j'espère que j'aurai été clair, pas trop énervé. Mais si on t'écrit, tu réponds. Oui, je réponds toujours. Voilà. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un mail si vous avez envie d'avoir une discussion sur la science, sur la Bible, et pour avoir peut-être des réponses plus précises, ou si vous avez des questions plus techniques. En tout cas, n'hésitez pas à écrire à François. On vous remercie et on se revoit encore. Il y a encore d'autres vidéos qui arrivent. Oui. Cette fois-ci avec un contradicteur. Oui, très gentil. Très gentil, mais un contradicteur quand même. Donc restez connectés et abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour savoir quand cette prochaine vidéo sortira. À bientôt. Au revoir.